Papa dort dans le jardin. Ces mots sont sortis de la bouche d'Hugo avec une telle simplicité que pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Je me suis figée dans l'encadrement de la porte, le torchon encore humide à la main, les yeux rivés sur son petit visage. Il ne me regardait pas. Il jouait, assis en tailleur sur le tapis du salon, les mains occupées à faire avancer deux figurines en plastique dans un décor improvisé de coussins et de couvertures. Mais sa voix, elle était trop calme, trop nette. Je suis restée là, incapable de bouger. Mon cœur a ralenti ou accéléré, je ne sais plus. Le sang me battait aux tempes. Qu'est-ce que t'as dit, mon chéri? Ai-je demandé doucement, presque à voix basse, comme si répéter la phrase pouvait la rendre moins réelle. Il a simplement levé un doigt vers la fenêtre. Là-bas, près de l'arbre, il est fatigué, alors il dort maintenant. L'assiette que je tenais a glissé de mes mains. Elle a explosé sur le carrelage avec un bruit sec, brutal, brisant le silence matinal. Hugo n'a même pas sursauté. Il a continué à faire parler ses figurines comme si rien n'avait été dit, comme si papa dort dans le jardin était une chose banale, une évidence enfantine, sauf que son père est censé être à l'étranger, loin, injoignable. Parti. Depuis 2 ans, je m'appelle Louise, j'ai 68 ans. Ma fille Clara est morte subitement à 33 ans. Une embolie, ont-ils dit. Je n'ai jamais vraiment accepté l'idée. Elle allait bien. Elle était forte. Et puis, il y avait Thomas, son mari, le père d'Hugo, celui qui, après l'enterrement, a disparu. Un mot griffonné. 3 phrases. Je ne peux pas. C'est trop. Ne me cherchez pas. Et depuis, plus rien. Aucun appel, aucun message, aucune trace. J'ai élevé Hugo seul. Je l'ai consolé quand il pleurait pour sa maman. J'ai répondu à ses questions avec des mensonges doux et nécessaires. Je l'ai emmené chez le psy. J'ai repeint sa chambre en jaune, mis des étoiles phosphorescentes au plafond. Je lui ai tout donné. Tout, sauf peut-être la vérité. Mais ce matin-là, ce n'était pas une plainte, ni un caprice. C'était un constat. Je suis entrée dans la pièce lentement, mes genoux fléchissant sous mon propre poids. Je me suis accroupie face à lui. Il a continué son jeu, concentré, appliqué. « Tu as vu papa? » ai-je murmuré. Il a hoché la tête sans hésiter. Il m'a parlé cette nuit. Il a dit qu'il était fatigué et qu'il restait ici maintenant. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai pris une grande inspiration, me suis redressée et me suis dirigée vers la fenêtre. Le jardin s'étendait au-delà de la terrasse, encore gelé par la nuit. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais on distinguait les formes, le vieux citronnier, la pelouse. Et quelque chose d'autre, une sorte de trace, une tache plus sombre, comme si la terre avait été retournée récemment. J'ai cligné des yeux. Peut-être une ombre, peut-être mon imagination, mais quelque chose en moi s'est brisé. Un fil tendu depuis des mois a cédé. Il fallait que je sache. Je suis montée à l'étage. Hugo m'a suivi du regard sans parler. Je suis allée chercher ma lampe torche, mes gants, ma pelle de jardin. Avant de ressortir, je suis passée dans sa chambre. Sur son bureau, un dessin, une silhouette allongée sous un arbre, un bonhomme aux bras croisés, les yeux fermés, avec une inscription écrite d'une main tremblée d'enfant. « Papa dort là ». Je suis sortie dans le froid, la pelle à la main, la lampe entre les dents, le vent piquait mes joues. Mon souffle formait des nuages devant moi. J'ai marché jusqu'au citronnier. Le sol était meuble, anormalement. J'ai enfoncé la pelle une première fois. La terre était molle, trop. Une odeur est remontée, fétide, lourde. Pas celle de la nature, une autre.
une que je connaissais. J'ai creusé encore, mes mains tremblaient, mon cœur tambourinait. Un à un, les centimètres de terre s'effaçaient. Et puis, j'ai senti un contact, quelque chose de rigide, du tissu. Je me suis penchée. Un morceau de veste, bleu, comme celle que portait Thomas le jour de l'enterrement. Je me suis reculée, prise d'un vertige. Quelqu'un avait été enterré ici. Et si Hugo disait la vérité? Et si Thomas n'était jamais parti? Je suis restée là, figée au-dessus du trou que je venais d'ouvrir, incapable de bouger, incapable même de penser. La terre était encore humide malgré les gelées de la nuit. Elle collait à mes gants, à mes bottes, à mes souvenirs, le tissu que j'avais touché. Il était réel, pas un rêve, pas une illusion, une manche bleue foncée, épaisse, comme celle que Thomas portait toujours. Il disait que c'était son manteau de boulot, même s'il ne travaillait plus depuis des mois avant la mort de Clara. Une dépression, disait-il, un épuisement. Moi, je pensais que c'était du vide, un gouffre qu'il traînait partout avec lui, et j'avais choisi de ne pas regarder trop profondément. Je suis tombée à genoux, pas par choix. Mes jambes ont lâché. Tout mon corps criait que je devais arrêter là, refermer la terre, faire comme si je n'avais rien vu, mais quelque chose d'encore plus profond, plus vieux, plus sauvage que la peur, me poussait à continuer. Une voix dans ma poitrine, rauque et ancienne, disait « Va jusqu'au bout. J'ai creusé à mains nues comme une bête. Oublié du monde, du froid, du temps. La lampe posée au sol projetait des ombres difformes autour de moi. À chaque pelletée, l'odeur devenait plus forte, et puis j'ai touché quelque chose de dur. Pas du bois, pas de la pierre, une forme courbe, irrégulière, un objet, non, une partie de corps. Mon estomac s'est retourné. Mes gants sont restés coincés dans la terre et j'ai reculé brusquement, les mains nues, le souffle court, les lèvres fendues de froid. J'ai vu une boucle de ceinture, une vieille boucle en laiton, rayée, familière. Je me suis redressée lentement, tremblante, couverte de boue, et j'ai regardé le ciel. Il commençait à pâlir. Le chant d'un merle s'est élevé derrière moi, irréel. Le monde continuait comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout venait de basculer. J'avais mis 2 ans à essayer de reconstruire quelque chose avec Hugo, à colmater les fissures, à oublier mes soupçons. Et maintenant, je devais faire face à la vérité. Thomas n'avait pas disparu. Il était ici, dans mon jardin, sous mes pieds. Je suis rentrée, les vêtements trempés, les cheveux collés à la nuque. Dans le couloir, l'odeur de café froid, d'humidité et de silence. J'ai croisé le miroir de l'entrée. Je ne me suis pas reconnue. Mon visage était celui d'une femme battue par la vie, les traits tirés, la peau pâle, les yeux écarquillés. J'ai gratté de la boue sur mes bras, mais elle restait là, incrustée, comme si elle était entrée sous ma peau. Dans la cuisine, Hugo mangeait des céréales, ses pieds balançant sous la chaise. Il m'a regardé, a penché la tête. « Tu l'as trouvé? » a-t-il demandé, comme on demande si le facteur est passé. Ma gorge s'est nouée. « Pourquoi tu dis qu'il dort dans le jardin, mon chéri? » Il a haussé les épaules. « Parce que je l'ai vu. » « Vu? Quand? » Il a pris une cuillère de lait, l'a portée lentement à sa bouche. « La nuit, il est venu à côté de mon lit. Il avait de la terre sur les joues. Il m'a dit qu'il faisait froid, qu'il voulait rester là. » J'ai senti mes jambes vaciller. J'ai dû m'asseoir. Ce n'était plus une coïncidence, ni un jeu, ni un fantasme d'enfant. Il parlait avec précision, avec calme.
comme si on disait la météo. Je me suis forcée à sourire. Tu sais, parfois on fait des rêves qui ont l'air vrais. Il m'a interrompu. Il a dit qu'il ne voulait plus monter, que toi tu savais et que tu voulais qu'il reste là. Le bol dans mes mains a tremblé, que toi tu savais. Non, non, je ne savais pas. Ou peut-être que si. Peut-être que je savais qu'un jour, Thomas finirait par faire quelque chose d'irrémédiable. Peut-être que j'avais choisi de ne pas se voir. Clara avait changé. Les derniers mois, elle était plus pâle, plus nerveuse. Elle souriait trop vite, riait trop fort, comme pour masquer quelque chose. Elle portait souvent des cols roulés, même en été. Je me souviens lui avoir dit un jour, « Tu devrais porter cette robe à bretelles, elle t'allait si bien. » Elle avait baissé les yeux, répondu doucement, « J'ai plus vraiment envie. » Et moi, j'avais hoché la tête. Je n'avais pas insisté. J'ai monté les escaliers. Dans ma chambre, j'ai ouvert la vieille commode en bois de cerisier. J'ai sorti une boîte à lettres, celle où je gardais quelques souvenirs. Photos, papiers, cartes d'anniversaire. J'ai farfouillé, tout au fond, plié en quatre, une lettre de Clara, écrite à l'encre bleue, non datée, pas signée, mais de sa main, sans aucun doute. Je n'avais jamais osé la lire. Je l'ai dépliée. Je l'ai lue d'un trait. Chaque ligne était une lame. Maman, si un jour tu trouves cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de t'en parler de mon vivant. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais j'ai trop honte. Honte de ce que je supporte. Honte de ce que tu penserais si tu savais. Mais mes mains tremblaient. L'encre avait légèrement bavé par endroits. Peut-être des larmes. Peut-être du sang. Thomas n'est pas celui que tu crois. Il ne l'a jamais été. Il me serre trop fort, maman. Il me serre jusqu'à ce que je n'arrive plus à respirer. Puis il pleure, puis il s'excuse. Et je le crois à chaque fois, parce que je suis fatiguée et parce que je ne sais plus ce que j'ai le droit d'espérer. J'ai dû m'asseoir sur le bord du lit. L'air manquait. Mon cœur cognait contre mes côtes comme s'il voulait sortir de mon corps. Il me surveille. Il lit mes messages. Il m'empêche de te voir trop souvent. Il dit que tu es toxique, que tu veux nous séparer. Il a même menacé de t'enfermer si je parlais. Mais tu sais quoi? C'est pas moi qu'il faut protéger. C'est Hugo. Il commence à... La phrase s'arrêtait là. Une rature, une goutte d'encre, puis plus rien. Le papier a glissé de mes mains. Je suis restée longtemps sans bouger, comme morte de l'intérieur. Il commence à... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ma fille avait voulu m'écrire? Pourquoi cette lettre était-elle restée dans ce tiroir? Parce que j'avais refusé de la voir. Parce que je n'avais pas voulu ouvrir les yeux. Et maintenant, Clara était morte. Thomas peut-être aussi. Et moi, je vivais avec un enfant de 6 ans qui disait que son père dormait dans le jardin. Et si c'était vrai, s'il l'avait menacé, frappé, terrorisé, s'il avait osé s'en prendre à Hugo, et si Clara avait décidé de le faire taire pour de bon, non, Clara n'aurait jamais fait ça. Ou peut-être que si. Je me suis levée d'un bond, je suis descendue au salon, la lettre encore en main, les doigts serrés dessus, comme si je tenais une preuve vivante. Hugo dessinait à la table. Il utilisait les crayons que je lui avais achetés au marché, les bons, ceux qui ne cassent pas. Il coloriait un arbre, un soleil, une silhouette noire allongée dans la terre. Je me suis approchée, appelant Hugo. Il n'a pas levé les yeux. « Qui t'a appris où était ton papa? » Il a haussé les épaules. « Il me l'a dit. Il est venu te voir. » « Oui, il est descendu de la fenêtre. Il m'a parlé dans la nuit.
Il m'a dit de ne rien dire parce que tu serais en colère. Pourquoi je serais en colère? Cette meuf m'a regardé. Ses yeux marrons, les mêmes que sa mère, se sont plissés parce que c'est toi qui l'as mis là. Un frisson m'a traversé du crâne au talon. Quoi? Il a dit que tu avais pris la pelle la nuit et que tu l'avais poussé dedans. Il m'a dit de te pardonner, que tu étais triste et que tu ne voulais pas lui faire du mal. Je me suis écartée comme si Hugo venait de me frapper. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Est-ce qu'il mentait? Est-ce qu'il mélangeait ses rêves avec la réalité? Ou est-ce que moi avait dérapé? Je ne me souvenais de rien. Rien. La nuit où Thomas a disparu, j'étais seule avec Hugo. Clara était déjà morte. J'avais pleuré toute la soirée, bu un peu de vin, pris un somnifère. Je me souvenais m'être endormie devant la télévision. Rien d'autre. Et si... Non, c'est impossible. Mais alors, comment Hugo pouvait-il savoir? Je suis remontée. Dans le grenier, j'ai fouillé dans les cartons, les vieilles affaires. J'ai trouvé un dictaphone dans une boîte à souvenirs. C'était celui de Pierre, mon mari. Il l'utilisait pour enregistrer ses idées quand il écrivait. Curieuse ou poussée par un instinct que je ne comprenais pas, j'ai appuyé sur lecture. La voix qui a résonné n'était pas celle de Pierre, c'était celle de Thomas. L'appel frappe quelque chose de différent. Le bruit n'était plus le même, plus sourd. Mon bras s'était figé, suspendu dans l'air. Je me suis penchée, mes genoux s'enfonçant dans la terre détrempée. La lampe torche, mal calée entre mon épaule et ma joue, éclairait une forme sombre. Ce n'était pas de la roche, ni du bois. J'ai dégagé un peu plus, les doigts gelés, les ongles déjà cassés sous les gants. Et là, je l'ai vu. Un sac. Un grand sac de sport noir, en toile épaisse, gonflé comme si quelqu'un y avait empaqueté tout ce qu'il avait. J'ai senti quelque chose basculer en moi, une terreur muette, animale, sourde. J'ai voulu reculer, courir, hurler, mais mes mains ont continué. J'ai saisi le zip, hésité. Puis, lentement, j'ai tiré. Le grincement du fermoir résonna dans la nuit comme un râle. L'odeur me frappa aussitôt, rance, moisie, lourde. Un mélange de métal, de tissu mouillé et d'autres choses. Une note acide désagréablement familière. À l'intérieur, il n'y avait pas de chair, pas de sang, rien d'organique. Mais il y avait lui, sa veste, celle en laine bleue qu'il portait si souvent. Je l'ai reconnu tout de suite. L'épaule était usée. Le col avait cette couture qu'il avait refaite lui-même après la croix. Je l'ai sortie tremblante. Elle était pliée avec soin. En dessous, une chemise à carreaux, repassée, une ceinture, sa paire de chaussures, noires, cirées, aligné comme sur une étagère, un portefeuille, vide, sauf pour une photo, coincé dans la doublure. Clara, Hugo et lui, assis sur une couverture de pique-nique. Clara riait, les yeux fermés. Hugo avait les bras levés. Thomas les entourait, regard baissé vers l'enfant. Une belle image, un mensonge parfait. Je suis restée accroupie, là, figée, le cœur battant trop fort, le souffle court. Ce sac, ce mausolée intime, ne pouvait pas être là par hasard. Qui l'aurait enterré? Pourquoi sous cet arbre? Et surtout, pourquoi aussi soigneusement? Je ne savais plus si j'étais soulagée ou terrifiée de ne pas avoir trouvé de corps. Mon esprit s'est emballé. Et s'il avait simulé sa disparition, et s'il avait voulu me faire croire qu'il était parti, ce sac, ces affaires, c'était une mise en scène, une punition, un message posthume,
ou une manière de disparaître vraiment à défaut de savoir mourir. Je me suis redressée en titubant. Mes jambes avaient du mal à me porter. Je tenais le sac contre moi comme une chose sacrée ou contaminée. Le froid me mordait la peau, mais je ne le sentais plus. J'ai traversé le jardin en silence, comme en rêve. Une bourrasque de vent fit claquer la clôture. Un bruit sec, net, comme un coup de feu. Dans l'entrée, j'ai laissé tomber le sac. Il a heurté le sol dans un bruit mou. Je n'ai pas osé l'ouvrir à nouveau. J'ai monté les escaliers à tâtons. Hugo dormait ou faisait semblant. Il était recroquevillé sous sa couverture, le front plissé, les poings fermés. Sur son bureau, un autre dessin. Cette fois, ce n'était pas une silhouette sous terre. C'était un sac noir entouré d'objets flottants, montres, chaussures, vestes. En haut, en lettres hésitantes. Il est là, il est fermé. Il ne veut plus bouger. Je me suis assise au bord du lit, incapable de parler. J'ai effleuré ses cheveux, doucement. Il n'a pas bougé, pas même un cil. Dans le salon, j'ai ouvert le sac à nouveau. Lentement, j'ai fouillé chaque poche. Au fond, je suis tombée sur un petit carnet, glissé dans un étui plastique. Un vieux carnet à spirale, jauni, gondolé par l'humidité. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, une écriture connue, la sienne, mais rien de lisible. L'encre avait coulé, les mots n'étaient plus que des traces floues, déformées. Des phrases apparaissaient incomplètes. Pas le choix. Clara ne comprend pas. Je ne voulais pas. J'ai fermé le carnet. Mon cœur cognait contre mes côtes comme un tambour de guerre. Il avait laissé une trace, un indice, une confession, puis mon regard a été attiré par un petit objet métallique coincé dans la doublure du sac. J'ai tiré une montre, son ancienne montre, en acier, rayée, usée, arrêtée sur 3h17. À l'arrière, une gravure que je connaissais par cœur. À mon amour éternel, elle, mon écriture, mon cadeau. Je l'ai serré dans la paume si fort que le métal m'a entaillé la peau. Un filet de sang s'est mêlé à la terre encore accrochée à mes doigts. Je me suis effondrée sur la marche de l'escalier, le sac à mes pieds, la montre dans ma main. Tout ce que je croyais enterré revenait en surface. Il n'y avait pas de corps, pas encore, mais il y avait un vide plus grand, celui des choses qu'on a refusé de voir, celui des silences. Et dans ce silence-là, j'ai enfin compris. Ce n'était que le début. La pelle frappe a quelque chose de différent. Le bruit n'était plus le même, plus sourd. Mon bras s'était figé, suspendu dans l'air. Je me suis penchée, mes genoux s'enfonçant dans la terre détrempée. La lampe torche, mal calée entre mon épaule et ma joue, éclairait une forme sombre. Ce n'était pas de la roche, ni du bois. J'ai dégagé un peu plus, les doigts gelés, les ongles déjà cassés sous les gants. Et là, je l'ai vu. Un sac. Un grand sac de sport noir, en toile épaisse, gonflé comme si quelqu'un y avait empaqueté tout ce qu'il avait. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Une terreur muette, animale, sourde. J'ai voulu reculer, courir, hurler, mais mes mains ont continué. J'ai saisi le zip, hésité, puis, lentement, j'ai tiré. Le grincement du fermoir résonna dans la nuit comme un râle. L'odeur me frappa aussitôt, rance, moisie, lourde. Un mélange de métal, de tissu mouillé et d'autres choses. Une note acide, désagréablement familière. À l'intérieur, il n'y avait pas de chair, pas de sang, rien d'organique. Mais il y avait lui.
sa veste, celle en laine bleue qu'il portait si souvent. Je l'ai reconnue tout de suite. L'épaule était usée. Le col avait cette couture qu'il avait refaite lui-même après la croix. Je l'ai sortie tremblante. Elle était pliée avec soin. En dessous, une chemise à carreaux, repassée, une ceinture, sa paire de chaussures, noires, cirées, alignées comme sur une étagère. Un portefeuille vide, sauf pour une photo coincée dans la doublure. Clara, Hugo et Louis, assis sur une couverture de pique-nique. Clara riait, les yeux fermés. Hugo avait les bras levés. Thomas les entourait, regard baissé vers l'enfant. Une belle image, un mensonge parfait. Je suis restée accroupie là, figée, le cœur battant trop fort, le souffle court. Ce sac, ce mausolée intime, ne pouvait pas être là par hasard. Qui l'aurait enterré? Pourquoi sous cet arbre? Et surtout, pourquoi aussi soigneusement? Je ne savais plus si j'étais soulagée ou terrifiée de ne pas avoir trouvé de corps. Mon esprit s'est emballé. Et s'il avait simulé sa disparition, et s'il avait voulu me faire croire qu'il était parti, ce sac, ces affaires, c'était une mise en scène, une punition, un message posthume, ou une manière de disparaître vraiment à défaut de savoir mourir. Je me suis redressée en titubant. Mes jambes avaient du mal à me porter. Je tenais le sac contre moi comme une chose sacrée ou contaminée. Le froid me mordait la peau, mais je ne le sentais plus. J'ai traversé le jardin en silence, comme en rêve. Une bourrasque de vent fit claquer la clôture. Un bruit sec, net, comme un coup de feu. Dans l'entrée, j'ai laissé tomber le sac. Il a heurté le sol dans un bruit mou. Je n'ai pas osé l'ouvrir à nouveau. J'ai monté les escaliers à tâtons. Hugo dormait ou faisait semblant. Il était recroquevillé sous sa couverture, le front plissé, les poings fermés. Sur son bureau, un autre dessin. Cette fois, ce n'était pas une silhouette sous terre. C'était un sac noir entouré d'objets flottants, montres, chaussures, vestes. En haut, en lettres hésitantes, il est là, il est fermé. Il ne veut plus bouger. Je me suis assise au bord du lit, incapable de parler. J'ai effleuré ses cheveux, doucement. Il n'a pas bougé, pas même un si. Dans le salon, j'ai ouvert le sac à nouveau, lentement. J'ai fouillé chaque poche. Au fond, je suis tombée sur un petit carnet glissé dans un étui plastique. Un vieux carnet à spirale, jauni, gondolé par l'humidité. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, une écriture connue, la sienne, mais rien de lisible. L'encre avait coulé. Les mots n'étaient faits plus que des traces floues, déformées. Des phrases apparaissaient incomplètes. Pas le choix. Clara ne comprend pas. Je ne voulais pas. J'ai fermé le carnet. Mon cœur cognait contre mes côtes comme un tambour de guerre. Il avait laissé une trace, un indice, une confession. Puis mon regard a été attiré par un petit objet métallique coincé dans la doublure du sac. J'ai tiré. Une montre, son ancienne montre, en acier, rayée, usée, arrêtée sur 3h17. À l'arrière, une gravure que je connaissais par cœur. À mon amour éternel, elle, mon écriture, mon cadeau. Je l'ai serré dans la paume si fort que le métal m'a entaillé la peau. Un filet de sang s'est mêlé à la terre, encore accroché à mes doigts. Je me suis effondrée sur la marche de l'escalier, le sac à mes pieds, la montre dans ma main. Tout ce que je croyais enterré revenait en surface. Il n'y avait pas de corps, pas encore. Mais il y avait un vide plus grand, celui des choses qu'on a refusé de voir, celui des silences. Et dans ce silence-là, j'ai enfin compris. Ce n'était que le début.
Je suis restée immobile dans cette maison comme un insecte pris dans l'ambre. Tout autour de moi semblait figé. Les murs, les meubles, le tic-tac étouffé de l'horloge. Même l'air semblait attendre que je décide quoi faire de cette lettre. Une lettre que j'aurais dû lire il y a des années. Une lettre que j'avais ignorée, simplement parce qu'elle n'était pas tombée au bon moment, comme si la vérité avait besoin d'un moment pour exister. Je l'ai relue encore une fois. Chaque mot était plus lourd que le précédent. Clara parlait d'un gouffre, et j'avais été celle qui lui avait tendu la main pour mieux la pousser dedans. Pas volontairement, mais est-ce que ça change quelque chose? J'ai senti mon cœur battre dans mes tempes. J'aurais voulu crier, me gifler, revenir en arrière, mais il ne restait plus rien à sauver, sauf peut-être Hugo. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert mon armoire, celle qui contenait encore les vêtements de mon mari. Oui, je les avais gardés, comme une idiote sentimentale, persuadée qu'un jour, il reviendrait ou qu'il m'écrirait. Une forme de fidélité idiote, pathétique. Je les ai jetés au sol un à un, chaque chemise, chaque cravate. Je ne voulais plus qu'ils touchent mes. Et puis je suis descendue au grenier, le grenier où Clara avait passé tant de temps enfant. Il y avait encore ses cahiers d'école, son petit bureau, sa vieille lampe rose. Je suis restée là, les bras ballants, à regarder ces objets qu'elle avait abandonnés ou que j'avais laissés mourir ici, sans jamais lui demander ce qu'ils représentaient pour elle. J'ai commencé à fouiller dans les cartons. Sans but précis, je ne savais pas ce que je cherchais. Peut-être une vérité plus ancienne encore. Une preuve que je n'avais pas toujours été aveugle, que j'avais su quelque part et que j'avais choisi de me taire. Dans une boîte à chaussures, j'ai trouvé un carnet rouge avec des autocollants d'étoiles délavées. Clara y avait écrit à 13 ans des petits poèmes, des extraits de chansons et puis des phrases éparses, presque illisibles. Il crie quand maman n'est pas là. Il me regarde bizarrement quand je dors. Je crois qu'il me déteste. Mon sang s'est glacé. Non, pas Thomas, pas à l'époque. Ce n'était pas possible. Elle parlait de son père, mon mari, mon premier mari, le père biologique de Clara. J'ai refermé le carnet lentement. Il y avait un motif, une boucle. Et j'avais fermé les yeux une première fois, bien avant Thomas. Tout se superposait, le passé, le présent. Les silences d'hier se répétaient aujourd'hui avec une précision chirurgicale. Clara avait grandi dans un climat trouble, et moi j'avais tout peint en rose pour que personne ne voie les fissures. Je suis descendue en titubant, la lettre encore dans la poche, le carnet contre ma poitrine. J'ai passé la main sur mon front, j'étais en sueur, j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais m'a giflé. Hugo dessinait dans le salon, toujours ce même arbre, toujours cette forme couchée aux pieds. Il ne leva même pas les yeux quand je me suis approchée. Il était d'ailleurs, dans un monde qu'aucun enfant ne devrait connaître. Mon cœur, viens là, ai-je murmuré. Il s'est approché doucement. Il s'est blotti contre moi, sans un mot. « Tu veux me raconter? » Il n'a pas répondu. Il a juste levé les yeux. Vides, des yeux trop grands pour un visage si jeune. « Tu sais, je t'écoute maintenant, même si j'ai mis du temps. » Il a haussé les épaules, puis, très doucement, il a chuchoté. Il me disait que je devais garder le secret, sinon il irait très loin, et que maman allait disparaître pour de vrai. Je me suis sentie vaciller. Il faisait quoi, Hugo? Il a refermé les bras autour de moi, fort, comme s'il voulait m'empêcher d'entendre la suite. Et il me regardait dormir, il me parlait la nuit. Des fois, il s'asseyait à côté de moi et me disait que j'étais comme lui, que j'étais spéciale. Ma respiration s'est coupée. Il m'a
emmené dans le jardin une nuit et il m'a montré l'endroit. Il a dit que c'était là qu'on enterre les secrets. J'ai fermé les yeux. Mon ventre s'est retourné. Je ne voulais plus entendre, mais je n'avais plus le droit de me taire. Je l'ai serré contre moi comme jamais. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Et j'ai su que je n'avais rien vu, rien voulu voir. Mais maintenant, je voyais ça. Et ce que je voyais, je ne pouvais plus l'ignorer. Je me suis levée, j'ai attrapé la pelle, les gants, la lampe. Une rage froide, méthodique m'habitait. Ce que j'avais ignoré avait grandi comme un cancer sous nos pieds. Alors j'ai traversé le salon. J'ai ouvert la porte du jardin. Et cette fois, j'allais creuser jusqu'à la fin. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand je suis ressortie dans le jardin. Pas un bruit, même les feuilles ne bougeaient plus un peu. Le silence avait quelque chose de religieux, de presque sacré. Le genre de silence qu'on ne brise qu'une seule fois. Et après, on ne revient plus en arrière. La pelle dans mes mains était lourde, mais ce n'était pas le métal qui pesait. C'était tout le reste. Les mots de Clara, le regard vide d'Hugo, la certitude qui grandissait à l'intérieur de moi comme une plante noire aux racines profondes. Ce que j'allais trouver ne ferait pas de bruit, mais ce serait un cri, le genre de cri qui vous suit toute une vie. J'ai traversé la pelouse lentement, comme on traverse un champ de mine. Le sol était encore marqué là où j'avais creusé la première fois. Je m'y suis agenouillée, à respirer une dernière fois, puis j'ai repris. Cette fois, je ne cherchais pas des objets. Je cherchais un corps. Le mien tremblait, mais mes mains, elles, savaient quoi faire. Chaque pelletée de terre était un acte de mémoire, une tentative de remonter le temps, de comprendre. Au bout de quelques minutes, j'ai atteint la couche que j'avais déjà retournée. Le sac n'était plus là. Je l'avais rangé à l'intérieur, mais le sol lui semblait différent, comme s'il attendait. J'ai creusé plus profond. La terre devenait plus humide, plus collante. Mes bras brûlaient, mes épaules me lançaient, mais je continuais. Je devais savoir. Je ne pouvais plus vivre avec ce doute. Pas après tout ça. Pas après ce que Hugo m'avait dit. Et puis, soudain, ma pelle a buté, pas contre une pierre, contre quelque chose d'autre. Un bruit mat, léger, cassant. Je me suis figée, puis j'ai posé la pelle à côté de moi et j'ai fini à la main. La terre glissait entre mes doigts, lourde, tiède, organique. Et là, dans le faisceau de la lampe torche, j'ai vu ce que je ne voulais pas voir. Un éclat pâte ovale, arrondi, lisse, un os. J'ai senti ma gorge se fermer, mes poumons se contracter, mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué à dégager le sol, centimètre par centimètre, et j'ai trouvé d'autres fragments. Un fémur partiellement brisé, un fragment de cage thoracique, un morceau de tissu accroché encore à une articulation gris, tissé, du même tissu que le pantalon que Thomas portait le jour de l'enterrement de Clara. Je m'en souvenais parfaitement. Il n'en avait pas beaucoup, et ce pantalon-là, c'était son préféré. La terre collait à mes gants, noirs et lourds. Une odeur indescriptible s'élevait peu à peu, une odeur de pourriture ancienne, mélangée à l'humus, à la peur. Et je le savais, c'était lui, ou plutôt ce qu'il restait de lui. Je me suis redressée lentement. Mon dos me lançait, mes mains tremblaient, mais je ne ressentais rien, ni horreur, ni dégoût, juste une immense fatigue, comme si tout ce poids m'était tombé dessus d'un seul coup. Je suis rentrée dans la maison sans enlever mes bottes, sans même m'essuyer les mains.
J'ai marché jusqu'au salon, laissé des traces de boue et de terre sur le carrelage, et j'ai pris le téléphone. Mes doigts ont composé le 17 machinalement. Une voix de standardiste m'a répondu. Gendarmerie nationale, j'écoute. Je suis restée silencieuse une seconde, puis j'ai dit j'ai trouvé un corps enterré dans mon jardin. Il s'agit de... Je crois que c'est mon gendre. Thomas Leclerc. Silence à l'autre bout, puis une reprise. Vous êtes certaine, madame? Oui. Des os, un pantalon, une montre, des vêtements que je reconnais. J'ai creusé moi-même, il est là. Il n'est jamais parti. La voix est devenue plus formelle, plus précise. Ne touchez plus à rien. Donnez-moi votre adresse. Une patrouille va venir immédiatement. J'ai donné l'adresse mécaniquement. La voix a terminé avec un « Tenez-vous prête à les accueillir ». Mais moi, j'étais déjà loin. Quelque chose a germé alors. Une pensée. Pourquoi personne n'était jamais venu? Pourquoi personne ne s'était posé de questions? J'ai repris le téléphone, j'ai tapé « Thomas Leclerc, disparition » dans le moteur de recherche. Rien. Une brève note locale, datée de 2 ans. Un homme porté disparu après la mort de sa femme. Pas d'enquête approfondie, pas d'appel à témoins. Rien. Et puis cette idée, cette angoisse précise, cette absurdité, j'ai rappelé la gendarmerie. Est-ce qu'il avait été officiellement déclaré mort? Non, madame. Il est considéré comme disparu. Pas de corps, pas de déclaration judiciaire de décès. Dossier clos en l'absence de preuves d'homicide. Mon cœur a battu si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je n'avais jamais signalé quoi que ce soit. Je m'étais contentée de son mot. 3 phrases griffonnées à la va-vite. Et tout le monde avait fait pareil. Personne n'avait regardé dans le jardin. Pas moi, pas eux, personne. Et pendant tout ce temps, il était là, à quelques mètres de la maison, sous les fenêtres, sous le citronnier, à côté de l'endroit où Hugo jouait. Il était là et nous, on vivait au-dessus, comme si de rien n'était. Le gyrophare bleu a balayé les murs du salon vers 3H17. La lumière clignotait à travers les rideaux tirés, rythmée, clinique, presque violente. Je n'ai pas bougé. J'étais restée sur la même chaise depuis l'appel, les mains serrées autour de ma tasse froide, les gants de jardin toujours posés sur la table, couverts de terre séchée. Devant moi, le téléphone silencieux. Mais à l'intérieur, tout hurlait encore. 3 hommes sont descendus de la voiture. 2 gendarmes en uniforme et un civil, grand, lunettes carrées, sacoche en cuir. Un officier de police judiciaire, sans doute. Ils ont frappé, j'ai ouvert. Sans un mot. Je les ai menés directement vers le jardin sans même penser à éteindre la lumière du salon. Le citronnier brillait sous la lune, comme s'il savait depuis le début. J'ai montré la terre retournée. L'un des agents s'est accroupi. Il a sorti une lampe plus puissante. Il a vu. Il n'a rien dit. Il s'est redressé et a dit « On va baliser ». Le protocole s'est mis en marche. Délimitation de la zone, appel au renfort, premier cliché. Le jardin n'était plus un jardin. C'était une scène de crime. On m'a fait rentrer. On m'a demandé de m'asseoir, de répondre calmement. Le civil a sorti un carnet. « Madame Leclerc, vous confirmez avoir trouvé ces ossements vous-même? » J'ai hoché la tête. Ce n'était pas une découverte fortuite. Vous creusiez en connaissance de cause. J'ai eu des soupçons. Mon petit-fils, il m'a parlé de son père, qui était censé être parti. Il a noté, lentement. Et vous n'aviez jamais alerté personne avant cette nuit? Non. J'ai cru ce qu'on m'avait laissé croire. Je me suis arrêtée. Puis j'ai dit plus bas,
J'ai cru ce qu'il voulait que je croie. Il a relevé les yeux. Vous parlez de votre gendre? J'ai acquiescé. Ils m'ont posé d'autres questions. Sur Thomas, sur les jours qui ont suivi la mort de Clara, sur son comportement, son état psychologique. Je leur ai parlé de sa disparition, du mot laissé sur la table, du silence. Ils prenaient tout en note, mais il manquait quelque chose. Un élément, une preuve directe. Et c'est là que le plus jeune gendarme, resté dans le couloir, a appelé son collègue. « Capitaine, vous devriez voir ça. » Je me suis levée. « Quoi? Qu'il y a? » Le capitaine a suivi le gendarme dans la buanderie. J'ai entendu un frottement, un clic, un grésillement électronique, puis un silence étrange, suspendu. Je me suis approchée. « Madame, avez-vous déjà vu ça? » Sur la table, au milieu des affaires sorties du sac, un vieux dictaphone, cassé sur un côté, couvert de poussière. Je l'avais vu, mais je ne l'avais pas reconnu. « C'était dans le sac? » ai-je demandé. Le gendarme a hoché la tête. « Il y a une cassette dedans. On pense qu'il a peut-être enregistré quelque chose. Il a sorti un lecteur portatif. Ils ont branché le dictaphone. Appuyé sur lecture, le son était faible, parasité, mais la voix, je l'ai reconnue immédiatement. Thomas, sa voix, grave, posée, mais éteinte, fatiguée, et les mots. Si quelqu'un écoute ça, c'est que c'est fini. Je n'ai jamais su parler, jamais su dire ce que j'avais en moi. Clara, elle me regardait comme si j'étais un monstre. Et peut-être que je l'étais. Mon cœur s'est figé. La voix continuait, hachée par les coupures, les frottements de bandes. J'ai fait des choses qu'on ne pardonne pas, que moi-même je n'arrive pas à regarder en face. J'ai essayé de changer. J'ai cru que Hugo, qu'il me sauverait. Mais c'était trop tard. Elle allait partir. Elle avait compris. Elle l'avait vu. Alors j'ai... Clic. Silence. Les gendarmes se sont regardés. Le capitaine a dit « La suite est illisible, mais ça suffit déjà à ouvrir une enquête pour homicide. » Je ne pouvais plus bouger. Je n'étais plus une témoin. J'étais celle qui vivait dans une maison construite sur le silence. Et le silence, désormais, venait de parler. L'enquête a duré des semaines. Le jardin a été fermé, quadrillé, arraché. Ils ont tout fouillé, la terre, les racines, les fondations. Ils ont trouvé d'autres fragments, de l'os, des effets personnels, une montre arrêtée. Et la cassette, malgré sa qualité médiocre, a été jugée recevable. Ce qu'il avait enregistré, cette demi-confession, suffisait. Ils ont confirmé ce que je savais déjà. Thomas avait tué Clara, pas dans un accès de rage, pas sur un coup de tête. Non. Il avait planifié, il avait vu qu'elle allait partir, il avait compris qu'elle allait parler, et dans sa logique à lui, c'était elle ou lui. Il avait attendu le bon moment. Une dispute, une nuit, peut-être même pendant qu'Hugo dormait dans la pièce à côté. Ils n'ont pas trouvé d'arme. Il avait utilisé ses mains. Et ensuite, il avait maquillé, fait croire à un malaise, un effondrement. L'ambulance avait été appelée tard, trop tard. Les tests n'avaient rien montré d'anormal. Une embolie, avait-il conclu, rapide, foudroyante. Et moi, j'avais signé les papiers. J'avais pleuré sur le corps de ma fille, sans savoir qu'elle avait été assassinée. Et lui, pendant ce temps, enterrait ses preuves dans le jardin. Puis, quelques jours plus tard, il avait écrit ces 3 lignes, avait déposé le sac et s'était laissé mourir dans ce trou, un suicide, une tombe sans pierre, sans mots. Il n'avait pas fui, il s'était effacé, comme une tache qu'on veut faire disparaître sous un tapis.
Mais il avait oublié une chose. Hugo. Hugo qui avait vu, qui avait entendu, qui avait gardé ça en lui, jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce que les mots sortent simplement comme une vérité d'enfant. Papa dort dans le jardin. Je me suis demandé comment il avait survécu à ça, à cette nuit-là, à ce silence. Il n'en parlait pas. Il dessinait l'arbre, la terre, les yeux fermés. Il n'avait jamais crié, jamais pleuré. Il avait porté ça comme un fardeau qui ne lui appartenait pas. Et moi, je n'avais rien vu. Les psychiatres se disaient que la mémoire des enfants est étrange, fragmentée, parfois précise, parfois voilée, mais qu'elle reste, qu'elle travaille en silence et qu'un jour, elle trouve une brèche. C'est Hugo qui avait ouvert la mienne. Après les funérailles, cette fois les vraies, j'ai tout rangé. Les vêtements, les papiers, les dossiers d'instruction. J'ai tout mis dans une malle. Et je l'ai descendu à la cave. Je n'avais pas l'intention d'oublier, mais je voulais protéger Hugo. Pas du passé, mais de l'écho du passé. On a repeint sa chambre en vert. Il a choisi. On a mis ses dessins dans un carton. On a planté un nouvel arbre dans le jardin. Pas un citronnier, un érable, solide, paisible. Et tous les soirs, avant qu'il ne s'endorme, je reste assise à côté de lui. Je lui parle doucement. Je lui dis qu'il est en sécurité, que plus rien ne peut lui arriver. Et lui, parfois, me regarde et demande « Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? » Alors je serre sa main dans la mienne, je regarde la fenêtre et je murmure toujours la même chose. « Tu peux dormir tranquille maintenant, il ne reviendra plus. »